Merci pour votre patience. Vous êtes vraiment des warriors. Stéphane, je te vois, ça serait bien que tu viennes avec nous au premier rang. Bon, si tu veux bien. Désolée. Hein. Ça fait partie vraiment, Stéphane aussi, c'est quelqu'un qui est dans le programme depuis déjà un certain temps. Donc je serais ravie que vous puissiez être avec Agnès. Magnifique. Voilà. Donc, bienvenue dans le programme Propulsion. On est vraiment ravis de votre présence. Vous avez réussi à braver la neige. Vous êtes en train de vous priver pendant quelques minutes du match de foot. Alors pour nous, ça c'est vraiment bravo, c'est extraordinaire. Et si vous êtes là, c'est vraiment, je vais utiliser un mot peut-être un peu familier, mais c'est que vous avez la niaque. Parce qu'il faut venir pour un programme que vous ne connaissez pas nécessairement. Alors toi, je t'ai rencontré et tout, tu as accroché tout de suite, donc ça c'est génial, je suis très contente que tu sois là. Et pour les autres, c'est vraiment l'opportunité, ce programme, vous allez le découvrir avec tous les acteurs ici qui sont impliqués, qui sont vraiment extraordinaires. Vous verrez que c'est intergénérationnel. Vous verrez qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent la parole parce que l'objectif, c'est vraiment de donner la place aux jeunes, de leur donner la capacité d'être aux côtés et au plus haut niveau avec des dirigeants d'entreprise, de sorte qu'ils puissent changer ce monde. Donc on a besoin de la jeunesse, on a besoin de tous les profils, parce que là, en fait, vous venez de partout, on en discutera tout à l'heure, mais que ce soit de Ferrandi, de Nanterre, toutes les universités parisiennes naturellement, vraiment, vous êtes tous représentés, et c'est assez extraordinaire. Donc voilà, on est vraiment ravis que vous soyez présents. Je vais laisser tout de suite la parole à Marc Gigé, qui va nous expliquer vraiment, qui va nous introduire ce sujet avec sa keynote. Donc Marc va se présenter en quelques mots, mais c'est vraiment une personne absolument extraordinaire qui œuvre dans le monde entier, qui a voyagé dans tous les pays du monde. C'est un homme que je connais depuis des années, un ami, et en fait il a vraiment ce talent d'aller capter dans le monde entier tout ce qui émerge en matière d'innovation. C'est juste fabuleux, extraordinaire, et c'est un honneur pour moi qu'il puisse aujourd'hui en fait faire cette introduction, tout simplement, et cette keynote qui va être puissante parce que tout ça, tout son savoir, il va essayer de nous le transmettre en 8 minutes. Voilà, je vous laisse la parole et je vous souhaite une très belle soirée. Bien. Merci. Merci, car après ça, il faut assurer grave, hein, parce que bon. Bref. Alors oui, moi je vais vous parler juste un point clé sur l'aspect création de richesse, ça a été appelé les nouvelles générations de créateurs de richesse. On a un contexte mondial, j'ai l'occasion de travailler avec des grandes institutions, l'OCDE, l'ONU, la CE, etc., d'inquiétude à cause d'une dette gigantesque qui se développe au niveau mondial. Hein, on a atteint aujourd'hui 350% de dette cumulée État, individus, entreprises, sur le PNB, mais même 420% pour les pays développés, en plus alimentés par l'épargne des pays moins développés, ce qui est une situation où en fait les demandes d'argent, vous avez vu la dernière COP en Égypte, on a dit qu'il faut que les pays riches paient pour les pays moins avancés pour ça. On a déjà du mal à assurer nos retraites, donc qu'est-ce qu'un pays riche? On s'interroge si on est toujours un pays riche. J'étais venu ici avec mon gamin, quand vous regardez en haut, vous voyez ce que c'est, il a dit, ils étaient blindés de thunes. Bon. On n'est pas sûr d'être toujours blindé de thunes quand on fait appel aux pays riches aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est la richesse des nations? Qu'est-ce que cela représente? Et si on pompe sur les ressources naturelles, est-ce qu'on peut parler de richesse? Donc il y a du travail pour les économies sur cet aspect. Et est-ce qu'on aura les moyens de payer tout ce qui est à payer? Tous les jours, on a des défis nouveaux. Donc, il y a le problème de la recréation de richesse avant de pouvoir la distribuer. Après, il peut y avoir un conflit de la répartition, mais encore faut-il la créer d'abord, et on n'est pas sûr d'avoir aujourd'hui les outils pour la créer au rythme de ce qui est nécessaire. D'autant qu'il s'est développé un peu ce qu'on appelle aujourd'hui des fausses richesses, ou des richesses virtuelles, survalorisation de valeur de la tech. Alors, la bulle est en train d'éclater, les GAFA ont perdu 3 000 milliards de dollars de valorisation. On va dire, mais c'était de l'argent pour de rire, ils vont pas en mourir. Bon, oublions les quelques millions de retraités qui ont perdu leur épargne, au passage, mais enfin. Et puis, les crypto-monnaies ont chuté de 2 500 milliards d'euros de choses. C'est pas les richesses qu'on attend pour améliorer le sort des gens, le développement, les insertions, les gens en difficulté, les pays émergents, la crise économique, la cybercriminalité et tout. On attend des innovations qui soient plus porteuses de richesses réelles pour les individus. Donc il y a cette question de recréer des richesses parce qu'on en a besoin
et qu'aujourd'hui on a du mal à assurer. On a vu un pays qui a failli basculer dans la faillite, l'Angleterre pourtant, vous avez vu récemment, parce qu'une première ministre a proposé des dépenses non financées. On a cru à un moment que la livre sterling et l'Angleterre allaient chuter. Et on craint tous, moi je suis de formation d'analyste financier aussi, une crise financière prochaine. Alors désolé de plomber un peu l'ambiance au début, mais c'est un scénario, à la fin on dit les bonnes nouvelles. Mais enfin, sachez que vous rentrez dans un monde où la crise va être longue et difficile. Il faut en avoir conscience, mais vous en avez conscience. Alors, dans ce système, les vrais grands créateurs de richesse, c'est les entreprises. Pourquoi ? Elles doivent créer des produits accessibles à tous, créer des emplois en quantité et en qualité, pour payer des salaires, c'est 60% en moyenne de leur valeur ajoutée, que des gens puissent payer eux-mêmes leurs impôts et elles-mêmes leurs impôts, et donc elles jouent un rôle fondamental dans le processus de création de richesse. Et on voit bien aujourd'hui qu'on est très tendu, on a déjà des niveaux d'impôts extrêmement élevés, parce qu'il faut bien ponctionner quelque part la richesse nécessaire. Donc, création de richesse par les entreprises, proximité des entreprises qui aujourd'hui s'interrogent sur le passage difficile qu'elles vont avoir pour continuer à créer de la richesse et pour le bien commun en plus en ajoutant un rôle, insertion, bien commun, etc. Alors sachez que l'an dernier, moi je suis en groupe de recherche, on a analysé toutes les entreprises cotées dans le monde, plus 1000 entreprises non cotées leaders, pour voir comment elles survivaient, quels étaient les facteurs en fait de pérennité, de résilience et de continuité de la création de richesse pour les entreprises qui ont traversé 2 guerres mondiales, 6 crises sociales et économiques, 10 crises sectorielles. Enfin, savoir que les entreprises européennes passent pour des références mondiales en capacité de survie déjà, de résilience et de renouveau, et de création de richesse durable. Et ça a été confirmé l'an dernier. On critique souvent le CAC 40, c'est l'indice qui a le plus progressé au monde, pour info, et même le SBF 120 fait mieux que le Nasdaq. Donc on est dans un endroit où la préoccupation de la pérennité, pour cet ouvrage on a interviewé 100 PDG, dont 2/3 du CAC 40, etc., pour voir leurs préoccupations sur le long terme. Et donc pour les entreprises, c'est un défi au quotidien. Continuer à créer la richesse pour tous les gens qu'elle alimente, y compris les fournisseurs. On s'en aperçoit si une grande entreprise fait tomber une entreprise de 100 000 personnes, comme elle fait en moyenne 20% de la valeur ajoutée, vous faites tomber environ 450 000 emplois dans la foulée. Toute une région, tout un tas de fournisseurs. Donc la création de richesse pour les entreprises, c'est un défi au quotidien. On ne l'apprend pas tellement que ça dans les mondes universitaires, d'où la nécessité d'être proche des industriels. Au Brésil, j'enseignais à l'université de l'industrie, ça s'appelait Unindus, où les dirigeants transmettaient aux jeunes les clés de la création de richesse, et ça c'est très important chez nous, c'est pas institutionnalisé. Donc, nécessité donc de survie. Alors on a vu les facteurs qui faisaient que les gens avaient survie, je vous les cite en vitesse, mais c'est des modèles sophistiqués, complexes, on a été frappé de la qualité des dirigeants qu'on a rencontrés en France, en Allemagne, en Suisse, etc., aussi au Japon, aux US, je les exclus pas. Les facteurs stratégie holistique riche d'une grande biodiversité. Alors, solidarité, promotion régulière des employés, innovation totale permanente, maîtrise du temps long, bonne gestion financière, anticipation, préparation du futur, transmission des compétences, contribution positive à la société, au bien commun, solidarité avec les fournisseurs et une grande intimité client. Donc, tout ce qui facilite l'échange, le transfert intergénérationnel entre dirigeants actuels et nouveaux dirigeants qui allaient arriver, c'est-à-dire vous, je parle des étudiants, le dialogue entre le monde académique qui est porteur des analyses. On attend du monde académique qu'il éclaire, qu'il explique. Je dis aujourd'hui, l'économie est bousculée par des critères nouveaux. Comment on doit analyser la richesse des entreprises, des nations ? On a un mélange entre le macro et le micro. 60% des Européens pensent que les GAFA sont plus puissants que l'Union européenne. Donc ça veut dire que des entreprises se prennent pour des États. Ils font des choses sans être sous un contrôle démocratique, par exemple. Donc, il y a un rôle d'éclairage, et donc, et par ailleurs, des entreprises qui, eux, sont les acteurs du développement au quotidien. C'est très positif. Sachez qu'il y a une étude, je vous la conseille, qui a été faite par la Brookings Institution, une grande institution américaine, qui a analysé comment les pays étaient sortis des pires crises dans l'histoire, en remontant très loin. De la peste, comment l'Allemagne est sortie après la guerre mondiale en étant détruite, 80% des hommes morts, les scientifiques en et se retrouvant 15 ans après, leader en Europe. Et ce qu'ils ont appris en regardant toutes ces périodes, de Louis XIV jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'en fait, le critère absolu qui fait que les gens étaient sortis, c'est pas tellement la technologie, c'était la capacité de coopérer et d'avoir un projet commun entre toutes les parties de la société. Comment les gens se sont regroupés autour de Churchill, de ce que vous voulez. Or, aujourd'hui, il y a une tendance forte à la fragmentation de la société. Donc,
tout ce qui peut rapprocher intergénérationnel, mais secteur académique et secteur entreprise est clé pour notre avenir, parce qu'on attend beaucoup de nous. Hein, voilà. Donc, nécessité absolue de contribuer à la création de richesses, sinon on n'aura rien à distribuer. Et ça, moi j'ai mené des missions pour le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, dans des pays en grave difficulté. Hein, la Roumanie, d'après Ceausescu, et puis quand vous arrivez sur un marché, il y a rien, vous avez des carottes, vous pouvez faire un nœud avec tellement elles sont vieilles, et que les prix, il y a 6,0. Il faut tout rebâtir au niveau de la création de richesses, pour que les gens remangent normalement et tout. Aujourd'hui, on a un nouveau concept qui arrive aujourd'hui qui s'appelle les pays en voie de sous-développement, et il y en a qui mettent la France. Voilà. Ah, c'était l'inverse, normalement, en voie de développement. Donc, il y a un petit peu la crise sur le point. Alors, pour vous, en plus, les étudiants, sachez que vous êtes chanceux, vous êtes l'école d'économie et de gestion de la Sorbonne Business School, de la première université française. Et il y en a d'autres de grandes écoles, vous avez pu faire des études. Vous avez des clés notamment de la gestion. On attendra beaucoup de vous pour la création de richesses. Parce qu'il y en a qui en auront besoin de la répartition. Les gens en difficulté, les jeunes qui ont décroché, les personnes âgées, les gens handicapés, les pays émergents, etc., etc. Et donc, à un moment donné, il faut bien qu'il y en ait qui alimentent. Donc, c'est à la fois, et je vais terminer là-dessus, je dirais c'est exaltant, il faut bien créer des choses, il faut en discuter avec ceux qui le créent aujourd'hui, croyez-moi, ils sont bons, il y a des échanges intergénérationnels extrêmement importants. Il faut que les meilleurs d'entre vous soient tutorisés par des grands dirigeants, qui leur passeront un peu les clés de la maison, hein, créer. Donc, quand on sort d'une école comme la vôtre, une première université de France, c'est un rôle exaltant de contribuer à la richesse de son pays, créer la richesse pour pouvoir ensuite la répartir. Aujourd'hui, on a plus de demandes de chèques que d'arrivées d'argent dans le système. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est tout simple, c'est un cadre. Merci beaucoup Marc, merci vraiment pour cette introduction. Alors je me présente rapidement, moi je suis Isabelle Gouna-Lévy, je suis journaliste économique sur LCI, la chaîne Info, et je vais avoir le plaisir d'animer cette soirée avec mon confrère Emmanuel Le Chypre qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Alors tout de suite pour cette première table ronde, on va parler justement de ce que vous attendez finalement de ce monde, comment créer un monde meilleur, quelles sont vos attentes justement, et comment peut-être concrètement le mettre en place ce monde meilleur. Alors, pour en parler, bien sûr, Caroline Aubert va être sur cette table ronde, présidente d'Elixir, comme tout le monde le sait, et fondatrice de ce fameux programme, le programme donc Europe et International Excellence Propulsion. Ensuite, parmi nous, il y aura Esteban, c'est ça, il sera là, Esteban Boujard, vice-président donc étudiant. Donc Esteban. Ah, il n'est pas là. Pardon, il a un souci de santé. Sonia sera avec nous. Sonia Dubourg-Lavrov, qui est donc inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche à l'IGERS. Merci de vous installer. Voilà. On aura également parmi nous Emmanuel Fitoussi, qui est là. Emmanuel, merci donc de nous rejoindre sur cette table ronde. Vous êtes doctorante chercheuse à Paris-Cité, également responsable du pôle innovation et recherche. Et bien sûr, vous occupez aussi de ce programme Europe et International, donc Excellence Propulsion. Et puis parmi nous également Antoine Godbert, donc vous êtes conseiller du recteur de la région académique d'Île-de-France. Antoine, merci de vous installer. Voilà, beaucoup de femmes à cette table ronde, c'est une bonne chose. Et puis également parmi nous, on aura Lucas González Rodriguez, président de l'association Sorbonne Innovation Technologie. Merci Lucas. Merci de vous installer vous aussi. Voilà. Et puis vous pourrez participer aussi, si vous avez des questions à poser. Voilà, on est dans l'interactivité, on est entre nous, donc n'hésitez pas vraiment à échanger donc avec nos intervenants. On va démarrer avec un premier tour de table justement pour voir comment peut-être justement aujourd'hui vous concevez ce monde meilleur. Alors c'est une question assez compliquée. On sait très bien que en économie, on a longtemps parlé évidemment de rentabilité, de modèles économiques performants, de la recherche de la croissance, du profit. Aujourd'hui, il y a d'autres, je sais pas comment on pourrait dire, d'autres paradigmes, d'autres valeurs qui font irruption. Justement, on parle maintenant évidemment de cette planète qu'on doit protéger, qu'on doit vraiment préserver. On parle également des valeurs de sens. On parle d'une nouvelle adéquation entre le travail, la vie personnelle. Donc beaucoup de choses qui font éruption et qui permettent peut-être de créer ce monde meilleur. Je ne sais pas qui veut démarrer sur cette vision de ce monde meilleur. Emmanuel, allez-y. Je ne sais pas, comme vous voulez. Bon,
Bonjour à tous. Alors, pour ma part, je pense qu'un monde meilleur... Alors, parlez bien près du micro pour qu'on vous entende bien. Pardon. Vous m'entendez ? Ok. Alors, pour ma part, je pense qu'un monde meilleur, c'est un monde qui est plus inclusif pour les étudiants. Il faut savoir que les études, ça peut être très long, c'est souvent passionnant et ça demande beaucoup d'investissement de la part des étudiants. Donc, pour moi, le monde bienveillant, c'est un monde qui accueille des étudiants dans le secteur de l'entreprise, mais avec plus de facilité. Aujourd'hui, les doctorants, par exemple, vont beaucoup plus facilement essayer de se tourner vers l'institution plutôt que l'entreprise, alors que le monde de l'entreprise est un monde qui s'ouvre à énormément de recherches. Et je trouve que c'est ce qu'il faut arriver à mettre en place pour les étudiants. Voilà. Sonia, peut-être ? Moi, je dirais que après avoir connu énormément de jeunes, en ayant été jeune moi-même d'abord, et en ayant tout au long de ma vie, dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur, etc., été toujours au chevet, si je puis dire, ou au-dessus du berceau des jeunes intelligences que je pouvais rencontrer. Je dirais que, au bout du compte, comme le disait un savant Physiocrate au XVIe siècle, il n'est de richesse que d'hommes. Et si vous voulez, un peu plus tard, je vous dirai comment, à mes yeux, on peut installer un monde meilleur, vraiment en partant de l'homme et de la femme. Antoine ? Un monde meilleur, c'est être tous comme lui. Un monde meilleur, c'est d'être comme Richelieu, c'est de dire que rien n'est impossible, qu'on est dans un monde en guerre, dans un monde donc qui est en train de vivre aussi une révolution économique incroyable, et on n'a pas de limite. On essaye donc de pouvoir sortir à la fois dans l'intergénérationnel. On est pris entre un fils et une mère, une reine, un roi. Et on essaye donc de relier les générations. On est pris dans une période où les communications sont difficiles. On essaye de créer des infrastructures. On est dans un monde où il y a une guerre. On essaye de créer une paix. C'est ça, un monde meilleur. Lucas, pour vous ? Selon moi, un monde meilleur, tout d'abord, c'est une inclusion, mais également un échange entre les générations, entre les nouvelles qui souhaitent fondamentalement répondre aux besoins de demain, sans entendre notamment que ce soit un problème économique, mais d'abord une question de morale et de besoins auxquels il faut répondre aujourd'hui, et surtout une transmission. Ça se fait par les anciennes générations aux nouvelles, mais également par l'inclusion d'entreprises qui pourraient être auprès d'universitaires et d'écoles pour faciliter cette transmission. Caroline ? Je pense que ça va venir compléter en fait ce que vous dites. C'est que ma vision d'un monde meilleur, pour ce qui me concerne, c'est la capacité pour chacun à être vraiment, à comprendre, à avoir une raison d'être. Parce qu'on est présent ici sur Terre, peut-être plus de 30 000 jours si on vit 90 ans, c'est quand même donc une expérience un peu singulière. Si on trouve sa raison d'être, ça permet vraiment de libérer son potentiel. Ça donne une énergie absolument extraordinaire, et c'est ce qu'on propose d'ailleurs dans le programme, d'aller vraiment trouver sa singularité. Et c'est grâce à cela que les énergies vont venir se libérer. Et donc moi, mon vœu pour les jeunes, pour les nouvelles générations, c'est que vous puissiez tous comprendre ce que vous faites ici, que vous puissiez trouver votre raison d'être, votre vocation, et que, fort de cette connaissance, vous puissiez totalement libérer votre potentiel. Et on en a besoin parce que quand on voit les enjeux que l'on a à relever, qui sont absolument colossaux, on a besoin de l'énergie de chacun, on a besoin que vous trouviez, que les jeunes puissent trouver leur place dans cette société au plus haut niveau, qu'on vous donne du pouvoir en fait de changer les choses avec les générations qui sont là pour vous aider. En tout cas, c'est vraiment cette communauté que nous on est en train de développer. Elle est là pour ça. Elle est là pour vous aider à vous révéler et à vous aider à prendre votre place et à résoudre les défis de notre ère. Voilà, pour moi, c'est ça un monde meilleur. Alors maintenant qu'on a défini effectivement donc ce monde meilleur tel que vous le concevez chacun, vraiment il faut voir comment on peut le mettre en place, et il y a quand même pas mal de difficultés, il y a quand même pas mal d'obstacles. Alors comment est-ce qu'on fait pour surmonter ces obstacles ? Puis je vous demanderai enfin un dernier tour de table, peut-être quelles sont vos préconisations justement. Alors les obstacles, je ne sais pas qui veut démarrer, on n'est pas obligé de faire le même ordre. Moi, je dirais que les obstacles tiennent à la nécessité d'une concomitance et d'une rencontre entre les exigences qui sont en particulier les exigences liées à la technique, liées à la raréfaction des
des richesses liées aux conflits, liées au manque, qui sont de plus en plus prégnants, avec le besoin de chaque être humain de vivre sa vie complètement, et vivre sa vie complètement, c'est la dépenser en fait. C'est aller dans tous les sens. Ce n'est pas épargner, ce n'est pas se restreindre, ce n'est pas refuser, ce n'est pas. Et là, il y a un immense défi qui consiste à trouver une autre façon d'exprimer sa nature humaine, qui par définition est expansive, par rapport à un monde qui, lui, nous contraint trop. Et donc, je dirais qu'il faut retrouver une forme de liberté dans la contrainte. Beaucoup de contraintes quand même, hein, Antoine. Je vous voyais prendre le micro. Pour moi, le principal obstacle, c'est la peur. C'est la peur de l'autre, c'est la peur de soi. La peur de l'autre, c'est donc de n'être pas à la hauteur donc des autres. Moi, j'ai eu la chance aussi de pouvoir voyager dans le monde entier. J'étais journaliste au démarrage. Je me suis octroyé le monde. Et après, j'ai pu donc probablement, parce que ce monde m'avait influencé, avoir un petit peu moins peur de mon propre pays. La deuxième chose que je voulais dire dans cette peur, c'est la peur de mal faire. Il ne faut pas avoir peur de mal faire. Moi, au démarrage, j'avais très peur. Comme les plus jeunes, j'ai fait beaucoup d'écoles. Donc après avoir été journaliste, parce que je ne pensais pas être à la hauteur donc de ceux qui étaient ici ou qui étaient peut-être à la tête des entreprises. Je pense qu'il faut avoir confiance en soi. C'est pas facile, mais c'est un élément vraiment essentiel. Et tu le répétais donc tout à l'heure. Et je pense que c'est vraiment important. Et puis la dernière peur, bien entendu qu'il faut essayer donc de ne plus avoir, c'est celle de l'avenir. Chaque génération a eu peur de l'avenir. La génération de Richelieu était en pleine guerre, disait dans quel monde on serait. L'Allemagne, au XVIIe siècle, c'était quelque chose de terrible. C'est ça, on dit c'est pire aujourd'hui, mais c'est pas forcément vrai en fait. Non, mais c'est toujours difficile d'essayer d'aller au-delà de ces peurs. Et probablement qu'on est dans un monde, malheureusement, et là je redirais en tant qu'ancien journaliste, où on a plutôt tendance aujourd'hui à exacerber les peurs, plutôt que d'exacerber les enthousiasmes. Et c'est pour ça que ce programme est important, parce qu'il faut vraiment exacerber les enthousiasmes plutôt que les peurs. On continue quand même sur les contraintes. Caroline, peut-être, Emmanuel ? Je vais vraiment rebondir là-dessus, parce que c'est ma réponse également. On est confronté à des peurs qui bloquent des initiatives absolument extraordinaires. Et je pense, moi, un combat, en tout cas, que l'on doit mener avec ceux qui sont engagés, c'est le pont, notamment, entre les universités et les entreprises. On délègue cette responsabilité aujourd'hui aux entreprises de relever des défis durables, inclusifs. L'université doit le comprendre, l'université doit faire un pas vers le monde de l'entreprise. Certaines sont engagées, mais en tout cas, en France, il y a quand même un sujet là-dessus. Et donc, ça, c'est vraiment dommage, en fait. Et l'enjeu, c'est de réconcilier tous ces mondes pour pouvoir, ensemble, avancer. Emmanuel ? Oui, alors moi, je crois qu'une année universitaire, c'est à la fois très long et très court. Et je pense que chaque nouvelle année est une nouvelle aventure où il faut affronter un monde qu'on ne connaît pas. Et pour les étudiants, et notamment pour les plus jeunes, ça peut être des portes difficiles à ouvrir, donc ne pas savoir vers qui aller, qui rencontrer, qui contacter, etc. Voilà, pour moi les obstacles sont là. Ouais, le maître mot c'est quand même de communiquer, La communication c'est hyper important. Lucas ? Oui, la communication c'est important, et aussi, comme il a été dit, il faut tenter. Mais tenter c'est aussi potentiellement échouer. Et c'est pour ça que des programmes annexes comme celle de Madame Aubert est intéressant aussi. On peut tenter ou ne pas prendre la chance, et ça ne veut pas dire, par le fait qu'on n'ait pas fait des grandes écoles à la Sorbonne ou bien HEC ou bien d'autres, qu'on n'a pas la chance de démontrer la valeur qu'on puisse montrer aux entreprises ou dans le métier qu'on souhaite faire. Alors, donc, quelles sont vos préconisations finalement pour arriver à mettre en place donc, ce nouveau monde, ce monde meilleur ? Caroline, peut-être, vous démarrez ? Première préconisation, rejoignez le programme, parce que vous allez y rencontrer des personnes absolument exceptionnelles. Là, vous pouvez discuter avec nous. Et si vous saviez tous les acteurs qui sont engagés, là j'en vois aussi qui sont arrivés avec Laurent, avec toi également, François. C'est un réseau international, c'est vraiment incroyable. Ce sont des décideurs qui sont engagés dans la société, qui veulent changer le monde, qui sont vraiment très ouverts aux nouvelles générations. Je pense à Ismaël aussi, bien sûr. Enfin, je ne vais pas citer tout le monde, mais
ce programme-là, il est vraiment extraordinaire. Ça vous permet en fait de connaître une accélération et une propulsion fulgurante. Moi, juste en 2 secondes, j'ai fait un DEA de lettres modernes pour atteindre les grands dirigeants. Il m'a fallu 15 ans. Ce programme, c'est simple, comme j'en ai l'expérience. C'est une expérience extrêmement concentrée pour aller vite, loin, rapidement. Et comme on a 3 ans d'après le rapport du GIEC pour amener des solutions durables, voilà, c'est ça l'enjeu du programme. Donc c'est une des solutions possibles et une contribution possible dans ce monde. C'est la fusée propulsion, hein, c'est ça? Exactement. Pour continuer, donc, qui veut donner ses préconisations? Moi, je dirais que il faut améliorer la capacité de chacun à devenir un bon manager, c'est-à-dire à devenir un bon accompagnant des talents des autres. J'ai constaté dans ma vie à la fois universitaire et administrative que les plus beaux esprits pouvaient concevoir des organisations, mais qui n'étaient pas fichus de former ceux qui allaient devenir les cadres, donc les encadrants des plus jeunes arrivants, à le faire. Il faudrait beaucoup plus de psychologie, beaucoup plus de compréhension managériale pour que, à tous les niveaux, l'humain, je reviens à lui, puisse s'exprimer dans de bonnes conditions, qu'il ne soit pas bloqué, limité, contraint, frustré, comme très souvent on le constate. Pour continuer, oui, Antoine? Moi, je crois que la première solution, d'abord, c'est d'exercer son esprit critique. Quand on entre ici, donc à la Sorbonne, il y a 2 escaliers. L'architecte a voulu faire comme à l'Opéra Garnier, puisque c'était un des élèves donc, de l'architecte Garnier. Et donc il en a fait un pour les sciences et un donc, pour la littérature et les sciences humaines. Je pense que plus on a une capacité donc, à pouvoir exercer son esprit critique grâce aux différentes formations, mieux on est ensuite pour pouvoir donc affronter le monde tel qu'il est. Et la formation est essentielle. Plus on en a, plus on a une formation non pas donc en nombre, mais plutôt en qualité, mieux c'est pour affronter donc le reste. Et deuxième chose, peut-être éviter je rejoins ce que disait Sonia là. Faut éviter à chaque fois cette séparation entre le monde du privé et le monde du public. On crée de la richesse donc ensemble. Moi, je suis effaré parfois donc, dans ce monde public qui est le mien, alors que moi j'ai créé des entreprises, donc de voir qu'on ne veut simplement que contrôler. J'étais au Parlement européen donc lundi, c'est terrifiant ce qui s'est passé, donc cette histoire de corruption, mais on ne peut pas considérer que le travail du Parlement européen, ça ne soit qu'une lutte contre quelques dysfonctionnements concernant une ou 2 personnes. C'est bien plus que ça, le Parlement européen. Et je pense qu'Olivier, de tout à l'heure, donc, nous parlera de ce rôle. Et à partir de là, je pense que c'est très très important d'éviter d'avoir toujours cette peur d'une suractivité. Je pense que l'énergie est importante. On a besoin de cette suractivité. C'est ça qui crée de la croissance et c'est ça qui nous permet ensuite d'être heureux. Caroline, je vous ai vu réagir. Vous vouliez rajouter quelque chose, non? Non, j'adore. Hein. Merci. On continue avec vous, Emmanuel ou Lucas, qui veut prendre la parole. Alors, je crois que une des solutions qu'on pourrait essayer de mettre en place, c'est de donner vraiment aux jeunes le sentiment qu'ils sont utiles à leur propre construction, faire d'eux des acteurs de leur construction et mettre en place en fait des relations qui sont favorables. Voilà. Lucas, pour terminer, donc, vous avez le mot de la fin? Oui, je vais faire un petit résumé de ce qui a été dit. Au final, c'est pour revenir avec cette inclusion, mais aussi cette ouverture sur le monde, ce qui pourrait être aussi également intéressant, c'est de mélanger ce monde universitaire, école, avec ce monde professionnel, pour des personnes qui sont à l'alternance, mais bien plus pour des personnes initiales, d'aller voir ce qui est comment devenir demain un manager, comment développer l'innovation et aller à la rencontre de ces acteurs et ensemble changer l'innovation et le monde qu'on souhaite avoir pour le futur. Oui, peut-être un dernier mot, Caroline, sur cette table ronde, justement. Il faut aussi donner, on va dire, vous avez dit déjà, voilà, rejoignez le programme. Il faut donner, on va en reparler du programme, hein, évidemment, mais il faut donner toutes les clés, finalement, parce qu'on ne sait pas toujours très bien où s'orienter, à quelle porte frapper. C'est ce que vous dites aussi un peu, Lucas. Hein. C'est ça qu'il faut vraiment mettre en place. Tout à fait. La naissance, en fait, de la version initiale,
elle a été simple. C'est que moi, mon métier, c'est de conseiller les dirigeants d'entreprise. Et quand je me suis retrouvée, grâce à un directeur de master ici, dans un amphithéâtre, en interrogeant sur les étudiants sur cette thématique des créations de richesse, j'ai constaté qu'en fait, les étudiants n'étaient pas très au clair, et pourtant en master 2, et pourtant à la Sorbonne, quand même dans une université prestigieuse, n'étaient pas très au fait au clair sur leur projet professionnel. C'était un peu flou, alors que c'était le passage. Coucou Emmanuel. La deuxième chose, pas très au clair aussi sur comment le faire, parce que quand on est à l'université, on n'a pas forcément les mêmes réseaux que dans les grandes écoles. Et donc l'enjeu, ça a été pour nous d'amener le réseau relationnel auprès des étudiants. Et puis le dernier élément, c'est toute la partie visibilité, stratégie, et donner des clés pour pouvoir être capable en fait de challenger des dirigeants ou des dirigeants d'entreprise. Voilà, donc c'est ce que l'on a mis en place et qui correspond vraiment aux attentes spécifiques. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être des remarques. On avait dit que vous pouvez participer, donc je peux m'avancer avec le micro. Bon, il a un petit fil, mais bon, je peux peut-être arriver jusqu'à vous. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir par rapport à ce qui vient d'être dit? N'hésitez pas, hein, on est entre nous, c'est le moment de parler. Non, pas trop. Ça va peut-être venir au fur et à mesure de la soirée. Allez-y, osez. Hein. Et il y a un jeu d'ailleurs. Hein. Alors, racontez-nous sur cette cette table. Ah oui, le premier jeu, en fait, il y a 3 tables rondes, 3 jeux, d'accord? Le jeu, il est assez simple. C'est que celui qui réussit ou celle qui réussit à faire un post sur ce qui vient d'être dit, qui obtient le plus de likes, a un cadeau à la fin. Donc ça commence par celle-ci. J'aurais dû vous prévenir en amont. Ah oui. D'accord. Et en fait, là, c'est publier votre monde, le monde tel que vous le représentez. Quel est votre monde meilleur? Écrivez quelque chose, un post, en mentionnant tous ceux qui sont sur cette table ronde. Et celui qui gagne a un cadeau à la fin. Vous venez me voir, ok? Voilà. Alors moi, mon monde est meilleur depuis que j'ai vu arriver Emmanuel Le Chypre, donc qui est avec nous. Emmanuel, tu vas venir nous rejoindre, puisque c'est toi qui vas animer la deuxième table ronde. On s'était réparti les tables rondes. Donc merci d'être là. Je te laisse t'installer peut-être en face de moi, puisque la dernière, on la co-animera tous les deux. Oui, alors une remarque. Allez-y, comme ça on laisse tranquillement à Emmanuel le temps de s'installer. Une remarque juste pour rebondir sur le terme on parle justement de la richesse et du développement justement des jeunes ici présents et aussi de cette relation entre des dirigeants et des jeunes. Dans beaucoup d'entreprises maintenant, vous connaissez le terme de RH, ressources humaines, mais beaucoup maintenant l'ont changé, et j'en suis absolument ravie, en richesse humaine, qu'en fait on n'est pas des ressources, parce que vous vous en rendez compte. Sinon, il n'y a pas grand-chose à manger en ce qui me concerne. Mais on est vraiment des richesses et que cette richesse, elle se développe. Et en plus de ça, elle s'entretient et elle se duplique. Et dans le côté un petit peu des freins, je rajouterais un élément, alors peut-être qui n'est pas très opportun, j'en suis désolée, et ce n'est pas pour les personnes qui sont ici, mais plutôt les personnes qui n'y sont pas. C'est que soit on est là pour développer et créer des ponts avec des jeunes vers des entreprises et des chefs d'entreprise, mais je pense qu'il faut aussi créer un langage aux chefs d'entreprise vers l'écoute. Parce que tout a été dit autour de la parole, mais je pense qu'il y a un terme important que je travaille moi avec les jeunes. Et justement, on ne parle pas de s'exprimer, mais on parle en premier d'écouter. Et je pense qu'aujourd'hui, actuellement, tout le monde s'exprime, mais peu écoute. Et voilà, c'était juste pour le petit côté rebondissant par rapport aux remarques que vous avez faites. Merci beaucoup, surtout que vous avez incité d'autres personnes à parler, donc je suis contente. Bonsoir, merci pour le début de cette conférence, ce débat, je ne sais pas comment. Ouais. Ma première question, puisqu'on a commencé à aborder le sujet à peu près en surface pour le moment, est-ce que vous pensez, dans un contexte de mondialisation à l'heure actuelle, est-ce qu'il est réellement possible de créer une richesse qui soit homogène sur la planète, ou c'est une compétition entre blocs qui va avoir lieu? Il y en a certains qui commencent à parler qu'on serait sur un modèle de démondialisation, puisqu'on ferait revenir les différents acteurs des chaînes de valeur, par exemple en Europe. On a commencé à en parler notamment dans le cas d'une pandémie où c'était nécessaire pour que la supply chain puisse fonctionner correctement. Est-ce que une création de richesse, puisque c'est le thème de ce soir, est-ce qu'une création de richesse à un niveau international sans que ça crée de conflits, que ce soit politique, que ce soit armé ou que ce soit, je ne sais pas, avec les montées en plus des populismes par exemple en Europe ou partout dans le monde, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est possible tout en mêlant ça avec quelque chose qui respecte l'environnement, que ce soit éthique, et ça au niveau international,
Je sais que c'est pas simple. Alors la question, c'est vrai qu'on s'est un peu perdu, mais donc comment on arrive à créer ce monde-là, quoi, avec toutes ces exigences-là finalement, hein. Rentrer plus concrètement dans le sujet, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est possible? Est-ce qu'on peut créer une valeur qui est compatible avec la mondialisation? Est-ce que c'est possible sans qu'il y ait de compétition et des perdants dans cette vie? Pas facile, effectivement. Donc je ne sais pas qui veut donner des éléments de réponse. Non, moi je trouve que vous les avez donnés. C'est formidable ce que vous avez dit. Parce qu'en fait, il y avait un peu tout dans la question finalement. C'est justement sur les préoccupations environnementales, notamment, que le multilatéral continue. C'est grâce à ça qu'on évite. Moi, je suis prof de géopolitique. Heureusement qu'il n'y a pas que des affrontements entre États, des renationalisations ou des conflits donc de puissance. On a encore un peu d'utopie, et cette utopie, c'est ça qui fait encore monter le multilatéral, et notamment la défaite probablement du nationalisme face à ce que vous avez dit, à des défis qui ne peuvent être réglés qu'à un certain niveau. Donc ouais, il faut rester optimiste et dire que justement sur les défis qui sont ceux de la planète aujourd'hui, on peut encore les traiter à un niveau. Alors, je sais pas, c'est pas la même mondialisation que celle qu'on a connue au XVIIe, c'est pas la même que du XIXe, mais ça en sera toujours une. Caroline, un mot de complément, puis on va passer à la deuxième table ronde. En fait, on voit tous ces conflits exacerbés actuellement. Ce qu'on ne voit pas, ce sont tous ces réseaux en fait qui se tissent à une échelle mondiale, qui sont de réels mouvements de fond où les enjeux sont abordés de façon globale. Moi, je pense notamment, je peux parler de toi, hein, Lila. Tu es en train de travailler sur ce sujet-là en tant que chercheuse. Voilà, on étudie en fait des modèles pour pouvoir avoir un impact le plus puissant possible au niveau mondial. Hein. Donc ça existe, ça. On n'est entouré que de personnes comme ça, en fait, que d'acteurs comme ça qui œuvrent chaque jour à faire avancer les choses, à trouver les meilleurs leviers pour pouvoir avoir un impact au-delà des frontières. Après, tout n'est pas encore parfait, hein, loin de là, ça c'est clair. Et ce sera justement à vous à arriver à construire ce monde meilleur. Merci beaucoup donc pour la première table ronde, on peut les applaudir. Ah pardon, vous avez encore une question. Peut-être vous la poserez tout à l'heure, on va continuer avec la deuxième table ronde parce qu'on a les timings à respecter quand même. Donc, cher Emmanuel, je te cède la parole pour cette deuxième table ronde. Merci, chère Isabelle. Je vais demander aux participants de bien vouloir nous rejoindre, sauf si... Ah, c'est parfait, la liste est bonne. Donc, je peux appeler Mathilde Besnard, qui est étudiante, Master 2 Lead Paris-Saclay, Gilles Campagnolo, directeur de recherche scientifique à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, Ronan Legoisiou, qui lui est président de Voxa, Ismaël Mbaye, qui est président de Expression de France, Valentin Pierrat, fondateur de Will. Est-ce qu'on a des chaises pour tout le monde? Ouais, ça devrait le faire. Yasmine Saada, directrice générale IUS Média, responsable du pôle partenariat, finance et juridique, programme Europe et International, Excellence, Propulsion, et puis Agnès Séverin, présidente de Under Promise. Alors, pardon. C'est intéressant finalement de voir que les questions ont été quasiment une forme de transition par rapport aux questions qu'on va se poser, puisqu'on se posait de la question de la mondialisation et de la coopération finalement plutôt que de la concurrence, et c'est de ça qu'on voulait parler dans cette deuxième table ronde, autour de la coopération et de l'engagement, hein, puisque c'est quand même les deux étapes qui vont permettre que les choses avancent. Qu'est-ce qui déclenche l'engagement? Ça, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant. Donc déjà, si on peut avoir des éléments de réponse, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de s'engager, et qu'est-ce qui fait qu'on a envie de coopérer, c'est-à-dire que chacun essaye d'avancer avec les autres en respectant les idées de chacun et des autres. Qui a envie de se lancer en premier? Je sais pas, peut-être Mathilde, tiens. Oui, donc merci beaucoup de me donner la parole. Peut-être pour un peu plus d'éclaircissement, revenir aux définitions peut-être de la coopération et de l'engagement.
À mon sens, je dirais que l'engagement, c'est une forme de promesse. Donc, on promet de réaliser un travail commun. Et la coopération, je dirais que c'est plus justement le fait de se mettre ensemble, en groupe, dans le but de réaliser un travail en commun. Donc, en fait, de l'engagement découle la coopération, à mon sens. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tout est réalisé en travail de groupe. Donc on est obligé de se mettre ensemble pour travailler, pour réaliser ce but commun. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est intéressant. Et surtout via ce programme Propulsion, c'est le fait de se mettre ensemble, aussi bien entre les entreprises et les étudiants, pour réaliser ce but commun. Parce que c'est quoi concrètement, on voit bien ce que ça veut dire, mais concrètement, c'est quoi les obstacles qu'on rencontre bêtement, j'ai envie de dire, au quotidien? On dit OK, on s'engage, OK, on coopère, mais qu'est-ce que vous avez appris qu'est-ce que vous apprenez dans le programme qui vous permet d'avancer sur ce chemin un peu compliqué? Je pense que c'est l'audace, beaucoup, qu'on apprend avec ce programme. Le fait de faire un pas vers l'autre aussi, qui permet ensuite de coopérer, qui permet ensuite de s'engager. Donc je dirais que déjà rentrer dans le programme, c'est un engagement, et ensuite la coopération vient avec l'audace en allant vers l'autre. Gilles Campagnolo, quand on est directeur de recherche, l'engagement, la coopération, c'est le quotidien? Dans les équipes de recherche, oui. Pour autant, j'apporterai un léger bémol au couplet sur le fait d'être ensemble. Dans tout groupe, pour avancer ensemble, il faut se mettre sur le rythme de celui qui va le moins vite dans le groupe. Donc, ensemble, on va loin, et on est heureux d'aller ensemble, mais seul, on va plus vite, parfois. Ou bien, on se trompe de chemin. Mais le fait de prendre le risque de se tromper de chemin est aussi le début de l'aventure. Donc, j'aurais, moi, tendance, en particulier pour ceux qui sont intéressés par le programme dans lequel Caroline Aubert met tant d'énergie et de dynamisme, à ne pas hésiter avant de s'engager, vous avez utilisé le terme, et d'y aller, même tout seul. Il y a eu une époque, il y a quelque temps, où il s'agissait de défendre la société. Je dirais qu'aujourd'hui, il s'agit de sauver l'individu, et comme il ne se sauve jamais mieux que déjà en commençant, eh bien, effectivement, de s'engager même seul. Bien entendu, avoir les autres avec soi est une très bonne chose, et on vise ce but. Pour autant, n'hésitez pas, allez-y, même seul. Eh ben voilà, un message au moins clair. Ronan Le Goisiou, vous êtes d'accord? Même seul, faut y aller? Alors moi, à titre personnel, je pense que l'engagement, faut le dissocier. Il y a l'engagement qui va être individuel, qu'on peut avoir dans le secteur associatif, par exemple, et il va y avoir l'engagement des entreprises. On est sur un temps de changement des entreprises, avec un cadre réglementaire qui favorise cet engagement, que ce soit l'entreprise à mission, la raison d'être, l'entreprise à mission comme le cabinet Elixir, qui était, je pense, une des premières entreprises à avoir pris ce tournant. On est sur un temps où les entreprises ont compris qu'elles devaient s'engager pour plusieurs raisons, soit de manière très pragmatique, séduire les consommateurs qui sont de plus en plus sensibilisés dans la nouvelle génération, ou aussi parce qu'il y a une nouvelle génération de managers, de responsables qui arrivent, qui passent par des cursus comme peuvent l'être ceux d'IMT, les programmes Propulsion, qui sont sensibilisés et qui ne veulent plus s'engager pour des entreprises qui n'auraient pas une réelle volonté de changer les choses. Je pense que ça, c'est un événement, c'est un tournant qui est très intéressant dans le milieu économique, qui est ce changement de paradigme pour les entreprises, pour qui le profit à tout prix n'est plus une solution. Il faut qu'il y ait le profit, certes, mais qui a un impact positif. Et de là, je rejoindrai Madame, découle une coopération. Parce qu'on arrive sur toute aussi une génération d'entrepreneurs, de l'ESS notamment, qui sont aussi des militants de ce changement
et qui ont cette volonté de travailler ensemble et de coopérer, mais qui n'iront pas coopérer avec des entreprises qui ne prennent pas le tournant de l'engagement au niveau des entreprises. Alors, il y a ce changement philosophique, mais il y a aussi un changement qui quand même renverse complètement le rapport de force. Parce que vous dites c'est les managers, mais c'est aussi tous les salariés qui finalement aujourd'hui sortent des écoles et qui sont pas forcément tout de suite managers. Je veux dire, toute cette nouvelle génération qui a envie de s'engager aussi et qui ne veut plus travailler pour ces entreprises. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est presque aux entreprises de séduire les candidats qu'aux candidats de séduire les entreprises. Parce que finalement, les gens peuvent aspirer à tout ça, mais si vous avez des entreprises qui trouvent tous les salariés qu'ils veulent, qui peuvent trier, etc., votre force de conviction, elle est faible. Alors que quand, aujourd'hui, c'est les entreprises qui sont obligées quasiment c'est ce que disent aujourd'hui beaucoup de recruteurs, c'est-à-dire c'est plus moi qui embauche un jeune, c'est le jeune qui choisit mon entreprise, quoi. Et ça, c'est quand même un changement radical, non, vous trouvez pas? Alors, la charge de la preuve, c'est clairement inversé. Bah oui. Mais soyons francs, c'est surtout les jeunes qui sortent de bac plus 4, bac plus 5, des jeunes qui sont plus en difficulté ont aussi moins ce réflexe parce qu'ils ont aussi moins le choix. Donc je pense qu'il faut là-dessus, même s'il y a une volonté, il y a un besoin qui va être de travailler, de gagner sa vie, de subvenir à ses besoins, qui va être aussi beaucoup plus prégnant sur des catégories de salariés moins élevées que des jeunes qui sortent de la Sorbonne ou de HEC ou de toutes les grandes écoles de manière générale. Ismaël Mbaye, vous sentez, c'est compliqué parce que tout ce qu'on fait en formation, etc., reposait finalement sur des schémas qu'on croyait établis, et puis tout ça est en train j'allais pas dire de voler en éclats, mais de changer quand même extrêmement rapidement. Moi, je pense à l'évolution de l'engagement. Avant de répondre, j'aimais bien le sujet de la table ronde précédente, quand on se demandait quelle était notre vision d'un monde idéal. La vision d'un monde idéal, pour moi, serait la redistribution équitable des richesses pour que nous soyons tous heureux. C'est peut-être un peu utopique, mais je pense que c'est faisable. Parce que souvent, on dit que la réalité, c'est nos rêves. Donc, donnons-nous les moyens de réaliser nos rêves. L'engagement, c'est autre chose. Maintenant, on a parlé d'engagement collectif et individuel. C'est vrai que tout le monde peut s'engager. Tout dépend de l'impact de l'engagement. On peut être un leader charismatique et là, l'engagement aura un sens. Ensemble, certes, on va beaucoup plus loin et on fédère. C'est dans ce sens que l'engagement est intéressant parce que on a aussi, ce qui m'a plu dans ce programme, c'est cette nécessité de créer du réseau ensemble pour avoir de meilleurs outils, pour pouvoir les redistribuer parce qu'on n'a pas tous on n'a pas accès tous aux mêmes outils. D'où la nécessité d'être dans un réseau engagé pour pouvoir gagner du temps. D'où la nécessité de faire part de son expérience. Moi, je dis souvent à mes étudiants en droit, je ne suis pas plus intelligent que vous, mais j'ai plus d'expérience que vous. Soit vous prenez mon expérience, on avance plus rapidement ensemble, soit vous décidez d'en faire à votre tête, vous allez perdre plus de temps. Donc c'est dans ce sens-là que l'évolution de l'engagement, ça peut être intéressant et le programme Elixir correspond totalement à ces ambitions-là, à cette vocation de faire ensemble. Voilà. Juste pour vous taquiner un peu, est-ce que se mettre d'accord sur ce qu'on pourrait appeler la définition commune d'un monde meilleur, je veux dire, ça peut prendre beaucoup de temps avant qu'on passe au stade de l'action et de l'engagement. C'est-à-dire que si déjà, ne serait-ce que ce que vous avez dit, c'est-à-dire un monde plus équitable de répartition de richesses, chaque mot pourrait faire l'objet de débats considérables. Oui. On pourrait rester des heures et des heures. Ouais. Mais j'aime bien la question du jeune homme derrière Caroline tout à l'heure. Sa question, elle était claire. En fait, c'était un monde meilleur pour qui et quand et où. C'était ça, en fait, sa question. Est-ce que ce monde meilleur, on le fait uniquement ici, dans un endroit donné en France maintenant, aujourd'hui, ou c'est un monde meilleur pour demain, qui est aussi valable en Afrique, en Asie, en Amérique, etc. C'est une création de richesse pour tout le monde, dans un monde globalisé, mondialisé, ou une création de richesse pour certains individus ou une communauté. Donc c'est aussi une manière de réfléchir à notre monde meilleur, à qui on l'octroie, ce monde meilleur, quand, où
et comment? Valentin Pierrin, vous prenez la balle au bon? Mais déjà, moi, je voulais revenir un petit peu sur cette idée d'engagement, parce que moi, j'ai un peu une double casquette d'être dans l'entrepreneuriat et d'aider des jeunes aussi dans ce cadre-là. Et l'engagement, pour moi, c'est quand on tombe amoureux d'un problème et pas d'une solution, et qu'on va chercher à tout prix à résoudre ce problème, parce que les solutions, elles vont changer, elles vont évoluer. Et à mon sens, c'est aussi à travers cette collaboration qu'on fait évoluer les solutions, à travers les échanges notamment intergénérationnels qui vont permettre véritablement d'éviter les erreurs, comme on vient de le dire, qui vont permettre d'accélérer et qui vont permettre de vraiment challenger les solutions et de les amener véritablement à un niveau de maturité suffisant pour réussir et pour aboutir et pour proposer quelque chose qui va être finalement accepté et développé dans le cadre dans lequel elle évolue. Donc, voilà. S'engager, c'est tomber amoureux d'un problème et pas d'une solution. J'aime bien ça. Je vous l'offre. Et justement, vous dans le programme, qu'est-ce que ça vous a fait gagner du temps? Ça vous a donné confiance? Ça vous a motivé? Ça m'a donné l'envie de prendre le risque, et ça m'a surtout effectivement permis de rencontrer des gens qui m'ont véritablement challengé, qui ont challengé le projet sur lequel je travaillais, et qui du coup m'ont amené une nouvelle réflexion, un nouveau point de vue. Et effectivement, oui, ça m'a fait gagner énormément de temps. Et c'est un temps très précieux, puisqu'il va permettre justement d'accélérer. Et aujourd'hui, c'est aussi un peu cette volonté d'amener les projets rapidement à maturité, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui vient à manquer le temps, surtout dans des projets entrepreneuriaux qui viennent vraiment être challengés par ce temps et qui peuvent mourir par manque justement de temps et de challenge, et d'arriver au, j'ai envie de dire, pardon pour l'anglicisme, mais au product market fit. Et c'est en ça que le programme permet d'accélérer les projets. Yasmine Saada, vous, sur engagement, motivation, et puis finalement cette idée de coopérer, s'engager, coopérer, comment vous réglez le curseur? Je pense que justement, il faut opposer la coopération à la compétition. Et je pense que c'est essentiel de s'unir pour atteindre ces objectifs. Et je suis totalement en accord avec le dicton « seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». On a tous des objectifs différents, on a tous des sensibilités différentes, on a tous une vision différente des choses, mais finalement, c'est par cette multiplicité d'idées qu'on parvient à atteindre nos objectifs. Et je pense que ça nous permet d'ouvrir notre esprit, le fait de pouvoir communiquer avec les autres et échanger chacun sur nos projets et sur comment les mener à bien. Mais est-ce que ça a été facile, ces moments de coopération, jamais vous avez eu, je sais pas, du doute, du découragement, et à ce moment-là, comment vous le gérez, comment vous le faites partager, et comment vous redémarrez collectivement? Je pense que justement, quand on se lance, on est forcément dans le doute. On n'est jamais prêt à se lancer dans un projet, etc. Donc oui, bien sûr, ça l'est. Après, je trouve que de plus en plus, et notamment avec le lien intergénérationnel dont parlait Valentin tout à l'heure, on a des personnes qui ont réussi, qui ont plus d'expérience que nous, qui aujourd'hui acceptent de revenir sur les difficultés qu'elles ont rencontrées pour s'adresser à des jeunes, à des étudiants, à des personnes qui débutent. Et je pense que justement, l'un et l'autre peuvent s'apporter. Et c'est important de pouvoir communiquer. Merci Yasmine. Alors Agnès Séverin, moi ce qui me frappe aussi, c'est finalement la forte contribution, l'énorme apport de la diversité finalement, parce que coopérer c'est bien, s'engager c'est bien, mais on voit que si on coopère et qu'on s'engage avec des gens qui sont comme vous, avec des profils très très similaires, très uniformes, ça produit pas non plus les mêmes résultats que justement quand vous avez des gens de générations différentes, de formations différentes, de cultures différentes. Moi, je travaille dans la communication, mais j'ai étudié à la Sorbonne en littérature, et ensuite j'ai évolué vers la finance. Donc effectivement, je peux témoigner du fait que ouvrir un peu ces chakras est tout à fait intéressant pour comprendre la big picture. Yasmina m'a un peu chippé la citation qui
qui n'est pas galvaudée puisqu'elle a beaucoup de sens seule, on va plus vite et on va plus loin ensemble. Ce sont un peu des citations parfois de Fortune Cookie, mais ce que je pense qui est important dans le programme, c'est que justement l'engagement ne doit pas être simplement un 20 mots et qu'aujourd'hui il y a beaucoup de grands mots. Comme je suis littéraire, justement, j'aime bien que les mots gardent leur sens. Et je trouve que souvent, les entreprises emploient ces grands mots. Moi, je fais beaucoup de communication corporate. Ce qui est intéressant dans le programme, c'est qu'il y a une question d'exemplarité. Je pense que le fait d'accompagner un étudiant de manière proche permet justement d'être sincère et de partager une expérience et de sortir des grands mots qui sont un peu, si vous me permettez, parfois le corporate bullshit contre lequel je lutte activement. Et je vais vous livrer une petite anecdote puisque ce matin, Caroline m'a téléphoné pour me demander de remplacer quelqu'un au débeauté sur cette table ronde. J'étais en train de faire la file d'attente pour régler des formalités. Et il y avait un fond d'écran avec justement une de ces petites citations qu'affectionnent les managers et qui parfois peuvent être un peu irritantes quand elles sont dépourvues de réalité ou de sens. Et c'était une citation de Gandhi. Donc je commençais à sourire intérieurement. Il y avait un joli soleil couchant, violet, etc. Et il était inscrit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Je me disais, mon Dieu, les équipes qui tous les matins ont la pensée du jour comme ça affichée sur l'ordinateur, c'est quand même un peu dur pour elles. Et puis j'avais du temps à perdre, donc je me suis dit, qu'est-ce que je pense de cette citation? Et je pense que effectivement, si on la prend de manière sincère et qu'on la partage et qu'on la vit réellement, elle prend tout son sens. Donc je pense que la citation que tu utilisais, Yasmina, c'est la même chose. On peut aussi la mettre sur des fonds d'écran ou l'imposer à ses équipes comme des mantras vides de sens. Je vais vous livrer une autre anecdote qui est un petit peu mon expérience du programme, que je n'ai naturellement pas suivie. Moi, je suis amie avec la maman de Benjamin Rigaud, qui est présidente des filles Sorbonne, et que j'ai mis en relation avec Caroline. Et donc, je pense qu'on peut témoigner, Benjamin, Caroline et moi, du fait que les différentes générations peuvent travailler ensemble et s'apporter beaucoup. Je peux aussi témoigner justement de la générosité d'Olivier Mousson, qui est venu dans l'agence où je travaillais il y a peu de temps communiquer son expérience à des jeunes consultants. Et c'est vrai que moi, faire le trait d'union comme ça entre des générations, un monde très corporate, très financier, et le monde littéraire et tout un tas d'autres mondes me semble vraiment excessivement utile pour régler les problèmes de notre temps. Voilà. Eh bien, merci pour ce tour de table. Avez-vous des questions, des remarques, des contributions? Alors, je crois que oui, il y avait tout à l'heure une question. Non, monsieur, vous vouliez poser une question? Bah, c'est pas grave. Faut pas que vous repartiez frustrés, vous voyez. Donc, posez votre question. Oui, en fait, j'ai été interpellé par une chose qui a été dite dans la table d'avant, et c'est justement la convergence entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise, parce que il est vrai, et on l'a mentionné, qu'ils vont dans le même sens de l'innovation, peut-être d'essayer de trouver des solutions au monde. Mais il y a un autre côté aussi, et c'est par exemple les universités avertissent sur peut-être les excès de certaines entreprises qui ne regardent que leurs intérêts propres. Et donc justement, comment peut-on concilier ça entre le monde privé et le monde de l'université? Très bonne question. Merci. Alors, qui veut répondre? Oui, allez-y. Il a été beaucoup question de temps. Mon voisin qui expliquait comment son expérience fait gagner du temps à ses étudiants. Caroline qui expliquait comment, en 15 ans, elle a fait un parcours qu'elle vous propose de faire en 3 ans, et même moins. Il a été question de mener un projet à maturité. Cet aspect-là, pour répondre à votre question, c'est n'attendez pas. N'attendez pas que la fac vous dise ce qui se passe dans cette entreprise. Allez la voir. N'attendez pas que les gens de l'entreprise viennent vous chercher. Ils viendront peut-être, mais ils iront aussi, comme l'a indiqué Caroline, d'abord peut-être voir des gens qui sont dans des grandes écoles, etc., d'où je suis parmi d'autres. Mais vous, si vous prenez l'initiative, ils vous écouteront d'abord vous avant d'aller chercher même les gens de ces grandes écoles, si vous prenez l'initiative. Alors, le faire seul, c'est difficile. Vous pouvez aller plus vite en bénéficiant du gain de temps que vous donnent vos enseignants et des associations comme celle-ci.
C'est une question de temps. Et le projet, vous pouvez le mener à maturité. Nous discutions avec mon voisin de droite tout à l'heure, lors de la préparation de cette séance, de son projet. Il a inventé un système qui permet d'éviter pour les fauteuils roulants d'avoir une main courante et d'éviter également des batteries énormes qui alourdissent l'appareil et qui rendent la mobilité difficile. Il est allé jusqu'au bout de son projet parce qu'il a voulu trouver, lui, la solution à son problème sans attendre qu'on lui explique pourquoi et comment, sans nécessairement faire un groupe. En revanche, si son projet, une fois venu à maturité, a besoin d'une production, ben oui, il va réunir des gens, il va réunir des investisseurs, capital risque ou autre chose, plus simple ou pas, il va réunir des ouvriers parce qu'il faut travailler avec des employés, sinon vous n'arrivez pas. Il va réunir des fournisseurs, il va réunir des clients, parce que sans clients, il n'y aura pas d'entreprise. Donc, toute la question est dans la gestion du temps. Alors vous allez dire, vous n'arrêtez pas de prêcher la vitesse. Oui, et je dirige la revue de philosophie économique. Et quand vous entendez le mot philosophie, vous pensez que ce sont des gens qui prennent vraiment beaucoup de temps pour réfléchir à des choses qui peut-être devraient être faites plus vite. Non, la gestion du temps, c'est faire ce qu'il convient de faire au moment où il faut le faire. Quand vous avez un projet, une idée, vous avancez. Et puis, quand les questions des grands thèmes, des grandes questions qui ont été soulignées par les différents intervenants se posent, vous prenez aussi le temps d'y réfléchir. Autrement dit, la gestion du temps est sans doute ce qui peut vous amener à réussir ou pas votre projet. Au départ, il y a une... Si je vous suis, c'est plus une question de rythme que de vitesse, en fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est une question de cadence. Ouais. Et la cadence dans la vie, professionnelle et autres, peut être très variable suivant les moments. On ne choisit pas toujours, mais à votre âge, on choisit souvent. Et c'est le moment de choisir. Donc n'hésitez pas. Alors, d'autres questions? Oui. Alors, monsieur, vous êtes un petit peu loin pour moi, parce que malheureusement, j'ai un fil à la patte, si on peut dire. Donc, merci de vous rapprocher, c'est gentil. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. Alors, je suis un étudiant en école d'ingénieur et j'ai entendu parler de cette rassemblée par la filière start-up de mon école. Je suis très heureux de vous rencontrer. Et j'ai été interpellé par la question de l'envie de s'engager. Parce que je trouve plus qu'on a eu... notre génération est beaucoup poussée à... vous devez régler les problèmes, les enjeux du XXIe siècle, l'écologie, etc., etc. On nous force beaucoup à ça. Et il y a un tout autre monde qui est que si on veut commencer à se lancer dans une entreprise, j'ai essayé il y a quelques mois de ça, ça demande une quantité d'énergie astronomique, alors que de l'autre côté, on va nous pousser à devoir changer les choses. Et c'est là que je trouve qu'il y a une balance un peu compliquée. Et me pose la question de est-ce que c'est à l'éducation de changer pour, entre guillemets, aider les jeunes à entreprendre, ou alors est-ce que c'est les entreprises qui doivent être plus ouvertes aux projets des jeunes? Alors, si je peux me permettre, j'ai quelques éléments de réponse déjà sur la gestion du temps. Je peux te confirmer qu'effectivement, c'est un petit peu très complexe de gérer ton temps entre tes études, ton projet et ta vie perso, parce qu'il ne faut pas oublier effectivement qu'on reste des étudiants. Mon premier élément de réponse, par exemple, c'est que moi, j'ai totalement délaissé cette vie étudiante au profit du projet. Je me suis véritablement vraiment investi à fond dedans. Maintenant, sur la réponse sur la question des écoles, on peut le voir par exemple le master IMT à la Sorbonne qui permet d'avoir des cours banalisés et tu l'auras aussi en école d'ingénieur au pôle avec 2 jours par semaine qui sont banalisés pour l'entrepreneuriat. Donc effectivement, c'est aux écoles aussi de favoriser et de laisser du temps aux étudiants parce que c'est au moment où on est en études où on a finalement quand même le plus de temps de disponible, même s'il faut réussir à gérer cette balance entre le diplôme et le projet. Moi, je pense qu'effectivement, il faut laisser du temps aux étudiants d'entreprendre et aussi d'échouer, parce que c'est quand on échoue qu'on va réussir à apprendre, tirer des leçons. Et c'est aussi un petit peu l'intérêt d'Elixir, c'est d'éviter d'échouer en ayant les clés et en ayant déjà les premiers signaux qui peuvent être indiqués qu'on est sur la mauvaise route et qu'il faut rediriger un petit peu le projet. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu un mélange de tout ça et effectivement réussir à gérer sa vie étudiante, perso et le projet
et beaucoup essaient et tu auras très peu de réponses de ce côté-là, c'est faire des choix et des sacrifices. Je vais juste compléter ta réponse. Je pense que justement, on ne doit pas attendre que l'école ou l'université nous laisse le temps de pouvoir créer des projets à côté. Le temps, on doit s'en saisir. Moi, je prends mon cas, je suis encore étudiante, je suis en Master 1. Je n'ai pas de jours banalisés, pas de semaines banalisées, etc. pour pouvoir créer ma boîte à côté. Mais je pense que justement, faut se fixer des objectifs et se rendre compte de ses priorités. Peut-être que tu n'iras pas en soirée le vendredi soir et le samedi soir et que tu bosseras sur ta boîte à côté. Mais je pense que dans quelques années, tu te féliciteras de l'avoir fait, tu vois. Voilà. Moi, j'avais une question quand même pour vous tous qui ont monté des boîtes. Est-ce que vous êtes lancé dans cette démarche parce que vous aviez un projet ou viscéralement vous aviez envie de monter votre boîte et vous avez cherché un projet à monter? Personnellement, j'ai trouvé un problème et c'était pas du tout une volonté de faire l'entrepreneuriat. J'ai toujours aimé bricoler des choses et en fait, plus j'avançais, plus je me rendais compte que ça prenait beaucoup de temps dans ma vie. Je me dis, en fait, ça va devenir un projet et je suis un peu tombé par hasard dans l'entrepreneuriat et en fait, en explorant, en rencontrant des gens, je me suis rendu compte que c'était un problème que beaucoup de personnes avaient et donc je me suis dit, il faut vraiment que cette solution, je la pousse à maturité et donc je me suis lancé dedans, voilà. Par défaut, finalement. Bon, je vais rebondir rapidement. Valentin est vraiment amoureux des problèmes, je viens de remarquer en fait. Et il disait qu'il était amoureux des problèmes, je comprends pourquoi il dit ça. Pour répondre à la question tout à l'heure, j'ai l'impression que dans nos esprits, l'échec est une fatalité. D'autre part, il parlait de responsabilité en disant oui, mais vous nous confiez à notre génération le fait de résoudre tous les problèmes, on a trop de responsabilités sur nos épaules. J'ai envie de vous dire, moi, lorsque j'ai fondé Expression de France, j'étais un peu agacé par le fait que les jeunes disaient oui, mais les politiques ne nous écoutent pas, on n'a pas de possibilité de changer les choses, comment on peut faire? Je leur ai juste rappelé qu'on pouvait être acteur de la cité. En étant acteur de la cité, on s'engage, on peut changer les choses. Et je leur rappelais aussi que le politique procède du citoyen. Donc ça, c'était très intéressant et très important de leur rappeler. Cette notion de responsabilité, je leur disais, mais si vous ne le faites pas pour vous-même, personne ne va le faire pour vous. Ça, c'est une réalité. Et moi, ce que j'ai beaucoup voyagé aussi, et j'ai beaucoup aimé, j'ai comparé les deux mentalités francophones et anglophones. Moi, il y a une citation que j'ai vue sur l'université de San Francisco qui m'a beaucoup marqué. Et je me demandais, mais à partir de là, je regardais un petit peu dans les universités françaises. Si c'était marqué, c'était sur le fronton de l'université de San Francisco, c'était « change le monde à partir d'ici ». J'ai trouvé ça, c'était super fort. Je dis, ah waouh! Je dis donc, c'est ça qu'ils enseignent, c'est faisable, c'est possible. Changer le monde à partir d'ici. Sacrée responsabilité. Après, ceux qui se saisissent de cette chance-là, de cette opportunité-là, on se donne les moyens. Ne voyez pas ça comme une responsabilité, un poids, mais comme une opportunité. Comme Yasmine le disait, trouvez du temps. Il y a la gestion du temps. C'est à vous de prioriser vos besoins. Et c'est en cela que le programme Elixir, encore une fois, nous permet de gagner du temps, de créer du réseau et de créer des opportunités. Merci beaucoup. Isabelle, on passe à la dernière. On va enchaîner justement discussion. pour en savoir encore plus sur le programme Elixir. Alors, merci beaucoup, merci à tous. Je pense qu'on peut les applaudir. Bravo. Je vous donne les règles pour le jeu, pour cette deuxième étape. Donc là, c'est assez simple. On est dans la création de richesse, la coopération, le programme. L'idée, en fait, c'est que vous puissiez, toujours sur les réseaux, partager une idée originale pour accélérer ce processus de propulsion. Voilà. À vous de jouer. Merci. Alors, on va rentrer, Emmanuel, si tu veux bien, dans le détail de cette dernière séquence, justement. Alors, avec nos intervenants, donc, je commence, tu enchaînes. Lina Abra. Oui. Présidente de l'AGEP. Donc, merci Lina. Responsable du pôle éducation et formation. Vous vous intéressez beaucoup donc, à ce programme Europe et International Excellence Propulsion. Emmanuel, à toi. Olivier Mousson, président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale.
voilà, qui est conseiller maître également à la Cour des comptes, conseiller régional en région Île-de-France. Également avec nous, Céline Nassution, vous êtes responsable académique et développement du bachelor Ferrandi, la très grande école Ferrandi dont vous allez nous parler. Très belle école. On est content, très heureux d'être parmi vous. Emmanuel. Et Arnaud Orcel, l'intendant général de la confrérie du Chevalier du Tas de Vin. Entre le Tas de Vin et Ferrandi, on est bien là. Oui, on est bien. Ah ouais, on est bien. On est très bien. Et on aura aussi avec nous, je pense, Benjamin Rigaud. Il est là, voilà. Benjamin Rigaud. Vous êtes président de l'association Défi Sorbonne. Donc, ADS, c'est chaque année un immense défi, comme un record du monde pour réunir la communauté étudiante de Paris. Voilà, vous êtes fondateur du projet Hypatie pour la Tour Eiffel. Vos sujets de prédilection, il y en a beaucoup. L'histoire, les sciences, l'innovation, le féminisme, la pluridisciplinarité, bref, beaucoup de choses. Alors Emmanuel, on va parler justement un peu plus en détail maintenant de ce programme. Absolument. Caroline, tu interviens à la fin, c'est ça? D'accord, ok. Alors ce programme finalement, donc vous tous, vous le connaissez. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce programme? Qu'est-ce qui vous a séduit? Peut-être si on commence par ça, et puis comment vous y êtes venu finalement, de quelle manière vous êtes venu à ce programme? Je ne sais pas qui veut démarrer. Je vais commencer, si vous le permettez. D'abord, je pense que ce programme, c'est avant tout une histoire de réseau. Et ce qui est sympathique avec Caroline, c'est que autour de cette table, il y a des personnes qui se sont rencontrées à un moment donné dans leur vie professionnelle et qui ont décidé de s'impliquer pour pouvoir offrir aux étudiants un petit peu de leur temps, un petit peu de leur réflexion, un petit peu de leur savoir-faire. Et je pense que le fait d'avoir une professionnalisation des interventions et des intervenants dans le cadre de l'université et des écoles, ça permet vraiment cet apprentissage, ce quotidien. Et chaque étape, chaque rencontre, moi je crois vraiment à ça, chaque rencontre, les gens que vous rencontrez ce soir, sont des connexions et font partie de votre réseau désormais. Alors moi je travaille dans le secteur viticole et la connexion se fait aussi de cette façon-là, à travers autour d'un verre. Et peut-être que certains parmi vous nous rejoindront après cette séance pour approfondir la chose. Mais voilà, je pense que c'est cette connexion-là. Je pense à Ferrandi, par exemple, qui est une école d'excellence. La connexion et aller vers l'excellence pour proposer des projets innovants. Et bravo à Caroline d'ailleurs pour arriver à faire toutes ces connexions, parce que c'est vraiment quelque chose de pas toujours facile et que vous arrivez bien à faire. Céline Nassution, allons-y alors justement sur réflexion. Moi, pour poursuivre quand même la réflexion d'Arnaud, c'est-à-dire que ce que Arnaud décrit, j'ai envie de dire, ça existe dans plein de réseaux finalement. Qu'est-ce qu'il y a là dans ce programme de spécifique, de différent, qui fait que l'alchimie fonctionne? L'alchimie, déjà bonsoir à toutes et à tous. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et de partager cette soirée avec des jeunes, des moins jeunes et surtout un mélange éclectique de personnes. Et je pense qu'elle est là, l'alchimie, c'est comme la gastronomie. C'est en fait prendre des éléments divers et variés, riches et moins riches, denses et moins denses, de couleurs différentes, et d'en faire justement, en ce qui concerne, là je vais prendre le côté culinaire, une assiette. Et de ce fait-là, moi, qu'est-ce qui m'a, ou plutôt l'école aussi, parce que c'est aussi dans les vecteurs de l'école, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur et l'élément pour lequel on voulait faire partie de cette aventure, c'est le fait d'apporter de la connexion soit, mais surtout de donner des clés de compréhension, de connexion, et là je parle plus au point de vue relationnel, humain, parce qu'on vous dit oui, osez entreprendre, osez faire des choses, mais en fait si vous n'avez pas les clés pour oser, il est dur d'aller oser, parce que si derrière on vous écoute pas ou on ne vous prend pas au sérieux, on redescend aussi vite qu'on était motivé à monter. Donc en fait moi cette partie, j'allais dire de Ferrandi dans cette aventure, c'est justement de vous accompagner à avoir quelques petites clés qui sont des clés on a beau dire l'habit ne fait pas le moine, mais aujourd'hui, malheureusement, au XXIe siècle, c'est quand même encore le cas.
Et donc, c'est de vous donner des clés, non pas sur l'habit, mais sur comment vous allez porter cet habit. Donc, peu importe ce que vous portez, mais c'est surtout comment vous allez l'habiller, vous allez le faire vivre. Et là, on revient sur l'individu. Donc, il y a le collectif SWAT. Dans tous les enseignements qu'on vous promulgue, dans n'importe quelles écoles, on vous fait travailler en équipe. Et à tout moment de ça, parce que ça fait bien, hein, team building, on est du team partout. Hein. Moi, la première dans l'école. Hein. Mais à côté de ça, je suis en train de me rendre compte qu'on oublie un élément de taille qui est l'individu. Et aujourd'hui, vous êtes face à nous pour justement qu'on valorise l'individu et qu'on vous professionnalise dans ce que vous faites. Et ça, je trouve ça génial, bien évidemment. Et c'est juste une amorce pour après travailler ensemble. Donc voilà, et moi je voulais rejoindre cette philosophie et en faire partie pour justement apporter cette petite touche de gastronomie et d'excellence. Olivier Mousson, alors vous, qu'est-ce qui vous a plu dans ce programme Excellence Propulsion? Qu'est-ce qui vous a attiré donc dans cette idée, dans ce programme développé par Caroline? Alors moi j'ai passé ma vie à dire à mes étudiants, j'ai commencé à enseigner, j'avais votre âge, entreprenez. C'était mon mantra. Je suis content... 30 ans après, d'avoir des dizaines, des centaines de jeunes qui ont monté leur boîte, qui ont réussi. Voilà. Et je voulais dire également que, parce que ça a vraiment été une philosophie de vie, que ces entrepreneurs, c'est des personnes magnifiques, hein, qui ont le sens des autres, qui ont... Voilà. Donc, bon, il se trouve que la vie a fait que... je suis devenu entrepreneur du bien commun parce que j'ai fait du cabinet ministériel et voilà. Et donc je dirige l'association. J'ai beaucoup de réseaux et j'ai envie d'aider les jeunes à entreprendre. Avant c'était juste un mot d'ordre, entreprenez, imaginez, allez-y. Et maintenant je peux les aider. Et voilà. Donc et puis je pense également que voilà, je m'estime être un passeur. Je sens quand même de temps en temps, pas une friction, mais il faut maintenir le lien entre les générations. Vous avez tellement de choses à nous apprendre. L'écologie, cette vision que vous avez. L'Europe. Moi j'étais européen, c'est normal d'être européen à mon âge. Là vous avez une autre vision de l'Europe. Et on compte sur vous. Est-ce que vous êtes inversement, est-ce que vous en êtes si sûr? C'est-à-dire que est-ce que vous avez l'impression que ça compte autant pour moi j'ai l'impression que cette génération elle résonne presque plutôt planète que nous. Pour nous l'Europe c'était fondamental. Emmanuel. C'était notre horizon. Emmanuel, c'était même notre objectif. On est de la même génération, on est d'accord. Ouais. Mais je pense aujourd'hui, dans la situation actuelle, les jeunes, ils sont effectivement universels. Mais ils sentent bien que s'ils veulent changer le monde, il faut faire l'Europe. Et donc j'ai vraiment confiance dans cette génération. Mais je veux également que la génération nous entende et qu'il y ait une transmission des deux côtés. On a plein de choses à apprendre, mais on a plein de choses à vous apprendre. Et l'histoire, on a eu le magnifique, l'histoire c'est quand même très important. Puis je dirais peut-être d'autres choses tout à l'heure. Un message, je ne sais pas si j'aurai de nouveau la parole, croyez au progrès technique. Moi, je dirige une association créée il y a 220 ans par Bonaparte, Société d'encouragement pour l'industrie nationale. En 220 ans, on en a vu des révolutions industrielles, on en a vu des changements technologiques, etc. Il faut y croire, il faut croire au progrès technique, il faut croire à l'entreprise. Vous pouvez changer le monde par l'entreprise, par vous-même. Voilà, bon, c'est mon seul message pour l'instant. Je passe la parole. Alors, réponse des jeunes, justement. Hein, on a envie de vous entendre maintenant que les débats sont posés. Du coup... Alors peut-être un mot pour répondre sur ce qu'on disait là, sur l'Europe, la planète, puis après on revient au programme, bien sûr. Moi, ma vision, elle est quand même assez biaisée parce que je suis quand même très engagée et j'ai une vision de la jeunesse qui est quand même assez engagée et je vous rejoins pour dire que l'Europe est quand même un sacré enjeu et que moi, en tout cas, dans mon master, donc je suis en master de politique environnementale, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant et c'est quelque chose qui est saisi, en tout cas par la jeunesse. Voilà, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais cette année, c'est l'année de la jeunesse au niveau européen. Donc, il y a beaucoup de politiques qui ont été axées jeunesse, beaucoup de consultations qui sont et beaucoup de lois qui passent pour la jeunesse et la jeunesse s'en saisit. On voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de mouvements autour de ça.
Donc oui, on est sur du national, on est sur de l'international, mais on est aussi sur de l'européen. Et pour revenir au pourquoi du programme, nous, en tout cas mon association, on partage quand même des valeurs en commun avec ce programme qui sont des valeurs de revalorisation du diplôme universitaire. On n'a pas besoin de payer 10 000 € son année pour avoir des compétences, pour avoir la niaque, comme disait Caroline. On a des compétences et il faut les valoriser. Si je peux rapidement finir aussi, c'est des valeurs humaines. J'ai pu être en interaction avec pas mal des personnes aujourd'hui qui vous parlent et on retrouve de la bienveillance, on retrouve de l'envie d'aider et on rencontre aussi une envie d'interagir et d'avancer plus loin tous ensemble. Donc en tout cas nous pour notre participation au programme, c'est un peu les valeurs en commun, les valeurs aussi d'engagement et de valorisation de cet engagement. Benjamin. Oui, donc juste un mot pour conclure. Vraiment, je vous encourage tous à vous inscrire au programme Propulsion. Grâce à Agnès, j'ai eu la chance de rencontrer Caroline et depuis, ma vie a changé, vraiment. Je veux dire, tout a été boosté pour mon projet qui avait du mal à gagner en visibilité. On a une idée un peu folle, en fait, on veut inscrire des noms de femmes scientifiques sur la Tour Eiffel. Toute notre architecture à Paris rend souvent hommage à des grands hommes et même cette salle, regardez, l'architecte en 1900 a voulu refaire une architecture un peu baroque avec des grandes figures du XVIIe siècle, donc Racine, Descartes, Bossuet, Molière, Corneille, et il n'y a pas Madame de Sévigné, voilà. Et n'ayez pas peur en fait, n'ayez pas peur vraiment de soulever les problèmes qu'il y a, parce que oui, ça nous crée une vision qui manque de féminisme en fait pour notre société. On a aussi besoin de plus d'Europe, on a besoin de créer plus d'écologie, et c'est grâce, en vous propulsant dans des projets avec des valeurs fortes, que vous pourrez réussir tout ça. Voilà. Donc vraiment, engagez-vous pour Propulsion, c'est super. Et moi, grâce à Caroline, vraiment, tout va bien. Peut-être une question concrète, une précision. Comment on fait justement pour rejoindre le programme alors aujourd'hui ? Comment ça s'est passé pour vous ? Alors, pour rejoindre le programme, il faut tout simplement s'inscrire sur le site avant le 29. Et je pense que je peux laisser Caroline nous parler des dates. Si vous voulez, je vous fais la présentation. Je vous fais le petit déroulé. Donc, si vous souhaitez participer au programme, on va vous communiquer un QR code avec un lien d'inscription. Là, aujourd'hui, maintenant, là tout de suite. Vous aurez jusqu'au 29 pour pouvoir candidater. Ensuite, le 3 janvier, nous aurons une réunion de comité et on vous transmettra les résultats. Et si vous êtes présélectionné, vous avez la séance de présélection le 28 janvier où il faudra préparer un corpus qu'on vous aura envoyé le 3 janvier au moment du comité de sélection. Voilà. Est-ce que tu veux, du coup, je te laisse, Caroline, nous présenter plus en détail le programme pour la suite ? Oui, rapidement. En fait, c'est vraiment un programme accéléré, très intense. C'est-à-dire que vous avez un questionnaire de présélection qui va nous permettre de déterminer si vous pouvez être un futur, en tout cas, on va vous aider à le faire, mais si vous pouvez devenir un futur créateur de nouvelles richesses, puisque c'est tout l'enjeu de vous propulser, comme je l'ai dit tout à l'heure, auprès des dirigeants, des investisseurs au plus haut niveau. Donc, il faut avoir certaines qualités requises pour ça, notamment l'énergie, l'envie de faire, vraiment, ça suscite de faire des efforts. Et ensuite, vous aurez le score pour participer à cette séance de sélection qui va avoir lieu le 28 janvier. Et donc ça, c'est tout un samedi, de 9h à 17h. Ah, pardon. Là, c'est bon ? Ok, je continue. Donc, présélection jusqu'au 29 décembre. Donc, mettez tout le paquet pour pouvoir être retenu. Nous, on va être vraiment très attentifs à vos candidatures. Le but, c'est qu'on puisse vous sélectionner. Le 28, on se retrouve autour d'une expérience qui va nous permettre d'aller encore plus loin, qui va être extrêmement enrichissante pour vous. Et ensuite, ceux qui vont être sélectionnés, on va sélectionner 50 étudiants et étudiantes venus de tous horizons, que vous souhaitiez porter un projet entrepreneurial ou que vous souhaitiez rejoindre, comme l'INA, une grande institution comme la Commission européenne, je pense à toi, vous allez voir, ici, il y a des projets absolument extraordinaires. Tu nous en parlais aussi, Benjamin. Ou alors que vous souhaitiez devenir intrapreneur dans un grand groupe ou créer une association, devenir le président ou président d'une association. On est là pour vous aider, pour vous amener toutes les clés de sorte que vous puissiez réussir. Donc, le 28, ça se passe le 28. Et ensuite, vous avez 4 séances intenses sur 4 samedis qui vous amènent à une soirée exceptionnelle où vous allez être mis en lumière dans le cadre d'un palmarès au Sénat, grâce à notre ami Ismaël, qui est intervenu tout à l'heure. On a le soutien de sénateurs vraiment exceptionnels. Et dans ce cadre-là, on est même en discussion pour un partenariat avec les studios Harcourt. Donc,
Autant dire qu'en termes de visibilité, après ce parcours-là, après avoir été challengé par des décideurs, après avoir capté tous les codes avec l'école Ferrandi, l'excellence en matière de savoir-être sont vraiment nécessaires, tous les codes professionnels. On vous donne un maximum de clés pour que le 25, vous puissiez briller, rencontrer des grands dirigeants. Sachez que nous, ils sont informés de ce programme-là et tout ça. C'était un petit peu compliqué pour certains de se libérer aujourd'hui. Mais en tout cas, ils sont avec nous. Et ça concerne tous les secteurs d'activité. Ça concerne, ce programme, il est européen et international. Donc, si vous voulez aller travailler dans un pays qui vous inspire, on va vous aider. On peut aller dans beaucoup de pays. Ne serait-ce qu'Arnaud, toi qui es un homme de réseau, il y a 70 commanderies dans le monde. Oui, Arnaud, dans son château, il reçoit Angela Merkel, il reçoit Emmanuel Macron. Je pourrais le dire de chacun, parce qu'on a tous, je te laisse dire un mot là-dessus, mais c'est un réseau absolument incroyable. Oui, alors c'est un réseau d'amateurs de vin de Bourgogne, mais pas que. Et il y a 12 000 membres qui sont reliés. Et en effet, on a 75 antennes dans le monde qui se trouvent aussi bien à Canberra qu'à Tokyo ou à Los Angeles. Donc c'est un soft power pour la Bourgogne et pour la promotion de l'excellence dans la viticulture. Je peux confirmer, je suis membre, c'est top. Même chose, Mais c'est fou, vous allez vous retrouver avec un acteur, une actrice de cinéma, ou alors avec un grand journaliste, ou alors avec un grand dirigeant. Là, on a pour projet de venir avec Martin Bouygues, notamment. Donc c'est ça, en fait, le réseau. Et là, je parle d'Arnaud, mais c'est le cas de chaque acteur ici engagé dans le programme, et qui sont tous là bienveillants pour vous donner un coup de main, pour vous propulser, pour vous donner les mêmes chances, que vous ayez de l'argent, pas d'argent, du réseau, pas de réseau, que vous ayez besoin d'être boosté. On est là, nous, vraiment pour vous embarquer. Parce qu'il faut aller vite, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, 25 mai, on se retrouve, nous, au Sénat. Alors, j'ai travaillé au Sénat, ça me fait super plaisir, parce que j'ai challengé Ismaël, on aime bien se challenger. Je lui dis, le Sénat, c'est sympa, mais allons à la présidence. Moi, ça m'a rappelé des bons souvenirs quand j'ai travaillé auprès du président du Sénat. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc, moi, je vous invite vraiment à rejoindre le programme, à participer à ce questionnaire de présélection. Comme l'expliquait Lina, vous allez recevoir le lien pour vous inscrire. Voilà. Voilà, bon courage à tous, parce que je sais que vous êtes en pleine période d'examen, etc., que c'est un programme, que le questionnaire il est un peu poussé, un peu costaud, mais on veut vraiment des jeunes, vraiment, comme je le rappelle, qui ont de l'énergie et tout ça, parce que pour acquérir tout ça, pour que ce soit vraiment accéléré, il faut y mettre du sien aussi. Sinon, quand c'est acquis trop facilement, on ne sait pas l'apprécier. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Pour ce qui nous concerne, parce que là, je voudrais vraiment remercier... Je peux vous appeler des amis, parce que pour être ici, dans ces conditions, c'est quand même pas évident. Nous, on va aller se restaurer. On a prévu un espace vraiment privilégié, avec une expérience privilégiée. Et tous ceux qui vont rentrer dans le programme, vous verrez à quoi ça ressemble. C'est ça l'expérience propulsion, en tout cas. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre Si vous avez des questions, on peut répondre aux questions. Voilà. Si vous avez des questions, effectivement... La parole, voilà, aux futurs acteurs. Est-ce qu'il faut présenter un projet ? Non. Ok. Oui, mais voilà, je n'ai pas forcément un projet prémédité, réfléchi. Ok, d'accord. La première séquence de sélection, elle vous permet de déterminer votre singularité. C'est-à-dire que si vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop ce que vous avez envie de faire, parce qu'il y a tellement de choix, de possibilités, en 3 heures, nous, on a un expert dans notre équipe qui vous permet de déterminer votre raison d'être au monde. Alors, autant dire que c'est extrêmement puissant, quoi. Vous imaginez d'avoir des réponses à cette question ? Et une fois que vous savez ça, vous que soyez retenu pour la suite ou pas, déjà, c'est un super cadeau, quoi. Et puis, je le rappelle, tout ça, c'est gratuit, Donc, ce qu'on demande comme engagement, c'est de l'assiduité, c'est de l'engagement dans le programme. Voilà. Donc, c'est une chance pour tous, Les conditions, idéalement M1, M2, dernière année de doctorat, parce que vous êtes vraiment en phase de passer du monde académique au monde professionnel. Voilà. Mais de toute façon, candidater, quoi. Il y a la jeune fille. Rapprochez-vous parce qu'on a un fil avec. Ouais. On est attaché en fil. C'est pas un écran. Ça tient. Merci. Ma question, c'est plus sur l'entrepreneuriat.
Vous pensez qu'il faut privilégier un esprit stratégique ou managérial? Parce que c'est pas la même chose. Souvent, on avait discuté avant, excusez-moi, avant, vous aviez dit qu'on essaye de ramener une entreprise assez loin et dans le long terme et que ça a un impact en Europe. Excusez-moi, que ça a un impact en Europe et que ça touche le plus de personnes possible. Après, il y avait quelqu'un d'autre qui avait dit, mais est-ce qu'on doit le développer encore plus loin? Et en fait, là, à ce moment-là, souvent, on n'a pas un esprit sur le long terme. Déjà, rien que quand on est étudiant, sur le court terme, enfin sur le long terme, déjà pour nous-mêmes, on ne voit pas ce qu'il faut faire. Dans ce cas-là, dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'on va développer plus cet esprit-là stratégique, c'est-à-dire voir sur le long terme et deviner déjà le futur d'une entreprise? Voilà. Je ne sais pas si Mike... Moi, j'ai un petit élément de réponse, mais juste très rapide. Non, vas-y. C'est que l'époque où vous aviez un projet, vous le développiez, vous le peaufiniez, et puis quand vous pensez que c'était prêt, vous le faisiez fabriquer, vous le mettiez sur le marché, et puis ça marchait ou pas, tout ça c'est fini. C'est-à-dire que l'innovation, ça marche plus comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, je peux vous assurer que Mark Zuckerberg, quand il a lancé son petit réseau Facebook, il n'avait aucune idée de ce que ça deviendrait. Voilà. Et en fait, ça avance beaucoup en marchant. Hein, et que vous n'arrivez très souvent pas du tout à l'endroit où vous pensiez arriver. Mais vous arrivez quelque part. Alors, moi, si je peux répondre, parce que j'ai monté quelques entreprises, l'envie. Vous voyez qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli. Vous voyez qu'il est rempli dans votre pays, il n'est pas rempli dans votre pays en tant que tel. Il y a 100 personnes, 500 personnes qui vont faire le même constat que vous. Mais vous avez envie de remplir ce besoin. Et vous allez à fond. Après, le management des équipes, etc., vous apprendrez ça après. Il y a un besoin, vous avez envie de remplir ce besoin, c'est important pour changer la planète, par exemple, ou pour d'autres choses. Voilà. Et vous y allez. C'est comme ça, sur le terrain. On vous a appris certains trucs, la comptabilité, la gestion, la stratégie, marketing, des principes. Mais vous avez envie d'y aller et vous y croyez. Voilà, à fond. Je pense qu'il y a une chose... Et comme on l'a dit tout à l'heure, si jamais vous échouez, c'est pas grave. Vous recommencez et vous retrouvez une idée et vous y allez. Et il y a une chose derrière tout ça, c'est expérimenter. Donc en fait, essayer. Et vous allez vous rendre compte qu'en essayant, contrairement à ce que vous croyez, ça marche. Et là, vous allez encore plus oser. Et c'est justement ça, c'est notre société ne vous donne pas le droit à l'erreur. Quand je dis vous donne pas, nous donne pas le droit à l'erreur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive au fur et à mesure à faire évoluer. Pourquoi? Parce que justement aujourd'hui, quelque chose que l'on projette sur du long terme, ça n'existe plus. Parce que tout va tellement vite qu'en fait, il faut s'adapter. Et pour ça, il faut évoluer, changer, se tromper, avancer, retomber. Mais par contre, il faut toujours garder un petit peu, et surtout son envie. C'est pour ça que la question du rythme qui a été soulevée tout à l'heure, elle est fondamentale, parce qu'en fait, vous vous apercevez quand même que si votre projet fonctionne, que vous avez une trajectoire qui est quand même relativement rectiligne, il y a quand même des étapes dures. Il y a des effets, il y a des seuils à passer qui sont pas forcément faciles, notamment quand vous augmentez la taille de vos entreprises. Et il y a des seuils où vous voyez que, à un moment, il faut vous entourer de certaines compétences, etc. Et là, il faut savoir prendre un peu son temps, effectivement. C'est pour ça que la question de rythme, elle est vraiment très, 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 très riche. Alors, je me permets de prendre la parole pour répondre à cette jeune demoiselle. En fait, j'étudie dans le Master 2 droit, entrepreneuriat et digital, donc ce qui nous permet justement d'appliquer le droit, le domaine juridique aux entreprises nouvelles, aux startups. Et en fait, ce qu'on nous apprend en premier dans ce Master 2 et notamment dans l'esprit entrepreneuriat, c'est on a un problème, quelle est la solution? Donc en fait, il faut déjà avoir cette mentalité-là. Quand tu es entrepreneur, déjà tu analyses quels sont les problèmes de ce monde et quelle solution est-ce que moi je vais apporter. Et ensuite, une fois que tu as trouvé une solution, il faut voir quelle est la scalabilité de cette solution. Donc en fait, c'est savoir si elle s'adapte à l'environnement de tel pays, de telle situation. Et ensuite,
tu vas étudier le marché, tu vas étudier les concurrents, tu vas étudier en fait plein de choses au niveau de ce marché. Tu vas vraiment tisser une espèce de toile d'araignée de partout pour en fait étendre le domaine. Et quand tu as un réseau, grâce à ce programme Propulsion, eh bien ça te permet d'avoir différents champs de vision, différents points de vue sur comment est-ce que tu vas apporter cette solution et comment est-ce que tu vas l'agrémenter. Merci beaucoup. Écoutez, je crois que ce sera le mot de la fin pour cette table ronde. Merci d'applaudir tous nos intervenants. Et si vous avez encore des questions, on peut les poser, c'est ça, Caroline, s'il y a encore des questions? Oui, vous allez recevoir en fait un... Donc c'est Valentin. Valentin, tu es là. Donc Valentin va vous transmettre en fait un email, c'est ça, hein, avec le lien pour se préinscrire. Et si vous avez des questions à nous poser, bien vous avez l'adresse mail en fait qui va y figurer. Voilà. Il nous reste, hein, si vous me le permettez, à vous souhaiter vraiment une excellente soirée de match. Vous allez pouvoir prendre le relais. Alors sachez que Manu, t'as le score là parce que tu regardais un peu là. Ça donne quoi? On est toujours à 0. Ah, je sais pas si on était à 0, 5e minute de jeu. Je veux spolier personne. C'est bon? C'est quoi? 1-0 pour la France. 1-0 pour la France pour l'instant? Ok, ça marche. 5e minute de jeu, ça va être la mi-temps à peu près. Là, Bah écoutez donc, bon match. Et j'ai pas le portable là, il est en charge. Je te rassure. Bon match. Je te rassure, 49e minute, il y a toujours 1-0. Voilà. Belle soirée à tous. Et puis merci d'être venus. Merci infiniment. Et puis merci à tous les intervenants et intervenantes. Vous êtes vraiment extraordinaires. Et à nos amis Emmanuel et Isabelle, vous êtes vraiment des amours.